La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Permettez-moi d'abord d'amorcer cette émission en offrant nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux admirateurs de M. Michel Louvain qui nous a quittés mercredi le 14 avril dernier alors qu'il est décédé dans son sommeil au centre hospitalier de Verdun. Un cancer de l'œsophage lui avait été diagnostiqué au début du mois et avait nécessité son hospitalisation. Michel Louvain était âgé de 83 ans. Il avait fêté ses 60 ans de carrière en 2017 et n'eût été de la pandémie, il aurait mené une autre tournée tambour battant. Il était d'ailleurs attendu sur la scène de la salle Dussault à l'automne. Il laisse dans le deuil son conjoint, M. Mario Théberge, de même que ses sœurs Thérèse, Ginette et Lucie. Il avait également deux frères, le chanteur André Roch et Clément, tous deux décédés. Michel Louvain, né Michel Poulain, est né à Thetford Mines le 12 juillet 1937. Il était le fils de feu Ernest Poulain et de feu Jeannette Delisle. Vers l'âge de 18 ans, alors qu'il habitait sur la rue Dubé, il agissait comme décorateur ou, si vous préférez, étalagiste à la ferronnerie J. Ferland, sise à l'intersection des rues Notre-Dame et Dumais à Thetford Mines. Il avait également œuvré à titre d'étalagiste chez c'est la couille. La carrière musicale de Michel Louvain a véritablement pris son envol avec le lancement de son premier 78 tours Buenas noches, mi amor, en 1957. Il avait aussi fait ses premiers pas avec des spectacles de fin de semaine dans un établissement hôtelier sherbrookois. Tout au long de sa carrière, Michel Louvain demeurait fidèle non seulement à ses fans, mais également lui-même et à son style dont il n'a pas dérogé, faisant fi des modes et des styles qu'il a traversés au fil des décennies. On peut affirmer que Michel Louvain aura été le crooner québécois. Toujours impeccable à tous les points de vue, Michel Louvain faisait preuve d'un professionnalisme unique. Il nous a laissé une discographie abondante, faite de plus de 200 références, allant de quelques vinyles 78 tours au CD, en passant par de nombreux 45 et 33 tours. Tous se souviendront aussi des 3 L formés de Louvain, Lautrec et Lalonde. Tout cela sans compter ces nombreuses animations télé qui faisaient le bonheur de ses admiratrices. Michel Louvain était également d'une grande générosité au niveau de ses implications du Noël du bonheur et du Téléthon de la dystrophie musculaire. À la fin des années 1980, la ville de Thetford Mines lui rendait un hommage
en désignant l'une des rues du quartier Appalaches du nom de Michel Louvain. Ce dernier faisait également partie des ambassadeurs de la ville de Thetford Mines. Alors, il faut dire qu'au cours de la fin de semaine, les drapeaux de la ville de Thetford Mines étaient en berne. Vendredi dernier, à compter de 10 heures le matin, une perquisition a été menée sur la rue Fecteau. Et vers 15 heures en après-midi, les équipes n'avaient toujours pas quitté les lieux. Une enquête était en cours depuis quelques mois déjà sur le cas d'un présumé laboratoire clandestin. Plusieurs corps policiers ont collaboré dans le cadre de l'opération, dont la GRC locale de Saint-Georges-de-Beauce, la police municipale de Thetford Mines, l'unité spéciale du démantèlement de laboratoires clandestins, ainsi que le service d'incendie local. Les agents étaient notamment en tenue de protection. Je parle évidemment des agents de la GRC, en faisant référence à la combinaison blanche et orange que ces enquêteurs portaient au moment des faits. Il n'était pas possible de connaître l'ampleur ou la nature des substances qui ont été saisies par les autorités, ni de savoir si des armes ou des montants en argent comptant ont aussi été identifiés au moment d'enregistrer notre émission. Le logement visé se trouvait dans un immeuble à logement de la rue Fecteau. Des résidences à proximité ont d'ailleurs dû être évacuées temporairement en avant-midi par mesure de prévention pour assurer la sécurité de la population. Ce qui est certain, c'est que 2 suspects ont été arrêtés et qu'il y aura dépôt d'accusation à venir. Ces présumés suspects devront comparaître sous des chefs d'accusation qui risquent d'être en lien avec la possession et la distribution de stupéfiants ou de toute autre substance pouvant s'y apparenter. En fin de semaine, les policiers de la Sûreté du Québec étaient présents lors de la manifestation qui a eu lieu à Saint-Georges-de-Beauce. Les citoyens ont le droit de manifester de manière pacifique et dans le respect des règles en vigueur, notamment celles de la santé publique, en ces temps de pandémie, de souligner la Sûreté du Québec. Cependant, le mandat de ce corps policier lors de manifestations est entre autres de maintenir la paix et l'ordre, de même que la sécurité publique, tout en assurant la libre circulation sur les routes. Comme dans tout événement comportant des possibilités de débordement, en tant que policier, le devoir d'être présent sur les lieux afin d'assurer la paix et l'ordre et d'intervenir dans le cas où diverses infractions seraient commises, explique le fait que l'événement s'est déroulé sans débordement majeur, malgré le fait que les policiers ont effectué 5 arrestations, dont 4 pour entrave au travail policier et 1 pour intimidation. 26 constats ont été émis pour le non-port du masque en lien avec la loi sur la santé publique. Un constat d'infraction en lien avec la réglementation municipale a également été émis, de même qu'un constat en lien avec le Code de la sécurité routière. Grâce à un investissement commun de 45 millions de dollars réalisé par l'entremise de l'opération Haute Vitesse Canada-Québec, plus de 8000 foyers de la région de la Chaudière-Appalaches auront accès au service Internet haute vitesse de Sogetel et de TELUS d'ici septembre 2022.
Pour déployer les services Internet haute vitesse en Chaudière-Appalaches, TELUS recevra une somme de 13,3 millions de dollars en vue de couvrir 2700 foyers, tandis que Sogetel obtiendra 31 700 000 dollars afin de brancher 5 400 ménages. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités visées, dont la liste vous sera donnée plus loin dans notre bulletin. Au cours des prochaines semaines, TELUS et Sogetel procéderont à l'inventaire des territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service. L'opération haute vitesse est une initiative commune des gouvernements du Canada et du Québec pour assurer le branchement de 148 000 foyers, notamment grâce à des ententes sans précédent avec 6 des plus grandes compagnies de télécommunications, à savoir Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS. Les 19 municipalités de la MRC des Appalaches seront desservies par Internet haute vitesse. La MRC des Appalaches confirme que la collecte de la tubulure acéricole a repris du service depuis le 12 avril à la régie intermunicipale de la région de Thetford. Les acériculteurs et acéricultrices de la région pourront donc de nouveau disposer de leur tubulure d'érablière complètement gratuitement. Le projet pilote, mis en place en septembre dernier grâce à une entente entre la MRC, le groupe Aptas et la régie intermunicipale de la région de Thetford, a connu un vif succès, permettant de récupérer une impressionnante quantité de matière plastique de 39,4 tonnes en 2020. Sous preuve de résidence et avec le compte de taxes de l'érablière, les citoyens et citoyennes des 19 municipalités de la MRC peuvent disposer de leur tubulure acéricole directement au site de la régie intermunicipale de la région de Thetford. Les matières acceptées sont les tubulures 516 et mètres-lignes séparées, propres, sans broche et non enrobées de pellicule plastique. Par ce projet pilote, la MRC des Appalaches, qui est la principale productrice de sirop d'érable de la Chaudière-Appalaches avec ses 3,2 millions d'entailles, a récupéré 20 % des matières plastiques d'érablière de son territoire en 2020, comparativement à seulement 1,5 % en 2019. Grâce à la tubulure acéricole ainsi récupérée, il est possible de donner une deuxième vie à ce plastique agricole. C'est là un geste qui est d'une grande importance pour la préservation et la protection de notre environnement, de déclarer M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches. La régie intermunicipale de la région de Thetford est située au 3626 boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines et les heures d'ouverture pour la période estivale sont du lundi au jeudi de 7h30 à midi et de 12h30 à 17h, de même que le vendredi de 7h30 à midi et de 12h30 à 16h. Pour en savoir davantage sur le projet pilote de récupération des tubulures acéricoles, les citoyens et citoyennes sont invités à contacter Mme Cynthia Boucher, directrice de l'aménagement et de l'environnement,
au 418 332 2757, poste 232, ou encore par courriel à l'adresse cboucher@mrcdesappalaches.ca. Le gouvernement local a donné le feu vert à la réalisation de la ligne d'interconnexion Appalaches-Maine qui permettra d'acheminer de l'électricité québécoise au Massachusetts pendant 20 ans. Les travaux de construction du projet, estimés à 600 millions de dollars, pourraient débuter aussitôt que l'été prochain. Le gouvernement du Québec a effectivement autorisé Hydro-Québec à aller de l'avant avec la construction de la ligne de transport d'électricité d'environ 100 km qui reliera le poste des Appalaches situé à Saint-Adrien-d'Irlande, près de Thetford Mines, en Chaudière-Appalaches, au point de raccordement à la frontière entre le Québec et le Maine. C'est un projet d'envergure que l'on va pouvoir entamer rapidement, a lancé le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonathan Julien. Le décret autorisant le projet a été adopté par le Conseil des ministres le 7 avril dernier. Le Bureau des audiences publiques sur l'environnement, le BAP, avait conclu en décembre que le tracé était acceptable sur le plan environnemental. Le 15 janvier dernier, la Société d'État avait aussi obtenu le permis présidentiel pour construire la ligne de transport vers l'État américain où elle se raccordera au réseau de la New England Clean Energy Connect. Au Maine, le premier pylône a été érigé en février dernier et les travaux de construction se poursuivent. Mais le projet ne récolte pas que des appuis, si bien que les autorités du Maine tiendront un référendum sur sa réalisation en novembre 2021. 5 communautés autochtones du Québec se sont aussi adressées en octobre au ministère américain de l'Énergie pour empêcher la réalisation de la ligne de transport. Au Québec, il ne manque plus que le sceau d'approbation de la Régie de l'énergie du Canada pour lancer officiellement le chantier où s'activeront plus de 275 travailleurs. Ce chiffre pourrait atteindre 400 travailleurs en période de pointe. La Régie doit rendre une décision d'ici la fin du printemps. En dépit du résultat du référendum de novembre, l'intention d'Hydro-Québec est d'entreprendre les travaux dès cet été. C'est l'objectif. Ça fait longtemps qu'on en parle. Là, on le concrétise vraiment, d'assurer le ministre Julien. On parle d'un contrat de 20 ans avec le Massachusetts, avec des retombées économiques. Ça positionne aussi le Québec comme la batterie du nord-est des Amériques. Hydro-Québec doit approvisionner le Massachusetts avec 9,45 TWh d'hydroélectricité par année pendant 20 ans. Le Maine bénéficiera également d'un approvisionnement d'1 demi-TWh par an pour la même période de 20 ans. Le prix moyen négocié pour la durée de vie du contrat est de 6,6 cents US du kilowattheure. Pour l'année 1, on parle d'un prix de 5,15 cents le kilowattheure selon Hydro-Québec. La future ligne de transport a pour but d'accroître la capacité d'échange entre Québec et la Nouvelle-Angleterre de 1200 MW. La mise en service des nouvelles installations prévues initialement pour l'automne 2022 est maintenant prévue pour mai 2023. On parle d'un contrat de plusieurs milliards de dollars avec des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars sur la durée. On est encore en train
de mesurer ces éléments-là, mais c'est très payant de faire valoir le ministre Julien. L'ère des surplus d'énergie tire à sa fin, selon la Société d'État. Hydro-Québec a aussi conclu un contrat de vente ferme d'électricité avec le Vermont. L'État de New York a également lancé des appels d'offres pour la réalisation de projets de lignes de transmission d'énergie renouvelable, dont l'une serait reliée au réseau d'Hydro-Québec. La présidente directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Sophie Brochu, a admis lors du lancement du projet éolien Appuyat sur la Côte-Nord en février dernier que le plan d'économie verte du gouvernement va mettre de la pression sur la demande. Québec a dans ses cartons d'importants projets de transport collectif électrique. Le projet de la ligne Appalaches-Maine répond au double objectif du gouvernement Legault, soit de rendre plus verte son économie, mais également de contribuer à la diminution des effets, ou plutôt des gaz à effet de serre, de manière plus globale, en permettant à des États voisins du Québec de leur faire profiter d'une énergie propre. Héritage Centre-Ville était fier d'annoncer récemment la nomination de Mme Camille Bolduc à titre de directrice générale. Mme Bolduc, qui a débuté ses fonctions le 6 avril dernier, souhaite continuer de faire valoir le potentiel du centre-ville de Thetford Mines auprès de toute la population. Les membres du conseil d'administration de l'organisme sont fiers et confiants de laisser la gestion d'Héritage Centre-Ville à Mme Bolduc. En plus de son expertise dans le domaine événementiel, Mme Bolduc est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, profil développement des affaires. On est vraiment choyé que Mme Bolduc se joigne à notre équipe, d'affirmer David Poulain, président d'Héritage Centre-Ville. Son intérêt envers notre centre-ville, son parcours académique, ses expériences de travail, ainsi que sa positivité sauront apporter quelque chose d'unique à notre organisation, d'affirmer David Poulain. Pour 2021, l'objectif de l'organisme sera de développer de nouvelles activités qui favoriseront l'économie et qui mettront en valeur les commerçants du centre-ville. Grâce au partenariat conclu avec la SADC, Héritage Centre-Ville a réussi à bonifier les avantages octroyés aux nouveaux commerces qui s'installent au centre-ville. C'est donc l'endroit de prédilection pour les entrepreneurs de la région. En plus d'un beau projet de revitalisation du centre-ville, d'autres initiatives, comme la campagne d'achat local en plein cœur de Thetford, seront accomplies. Cette campagne, qui avait eu lieu en août dernier, avait été très bénéfique pour le centre-ville et avait incité la population à encourager les commerçants locaux. La nouvelle directrice générale, Mme Camille Bolduc, saura certainement apporter de l'originalité et une image dynamique au sein de l'organisme Héritage Centre-Ville. Rapidement, pour terminer, l'arrivée hâtive de la belle température a permis à la ville de Thetford d'entreprendre avec plus d'1 mois d'avance les travaux de nettoyage de la piste cyclable. Ainsi, à compter du 16 avril, les citoyens peuvent de nouveau emprunter les 28 kilomètres du réseau. Les prochaines étapes consisteront à effectuer le marquage aux endroits nécessaires et à installer les bollards, c'est-à-dire les bornes de démarcation des différentes zones d'ici la fin du mois de mai. Entre-temps, afin d'assurer la sécurité de tous, cyclistes, piétons, coureurs, patineurs et utilisateurs de quadriporteurs, tous sont invités à suivre la réglementation habituelle. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit.
Entre-temps, passez une excellente semaine à tous et à toutes. Une excellente santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.